Est-ce que des scientifiques viennent de découvrir des indices d'une civilisation oubliée juste devant nos yeux? Sous la Turquie se trouvent des constructions qui, selon l'historiographie moderne, ne devraient pas exister. Dans le Caucase, il y a un puits qui donne du fil à retordre aux scientifiques depuis des décennies. Au milieu de la mer du Nord, il y avait autrefois tout un pays disparu. Et maintenant, même les chercheurs de la NASA se demandent « et si on n'était pas la première civilisation sur Terre ?» Attachez vos ceintures, les gars, ça va être de folie aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses directement dans les commentaires. Qu'est-ce qui existait avant notre civilisation? Est-ce qu'au cours des milliards d'années d'existence de la Terre, une civilisation aurait pu voir le jour, puis retourner à la poussière? Et si ces questions te fascinent autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et si tu es déjà abonné, tu peux vraiment aider cette vidéo en cliquant sur « J'aime ». Mais passons maintenant à la grande question. Y a-t-il déjà eu sur Terre une civilisation très avancée sur le plan technologique avant l'apparition de l'humanité? Après tout, notre planète a environ 4,54 milliards d'années. L'Homo sapiens, en revanche, n'existe que depuis environ 300 000 ans, assez de temps donc pour que d'autres civilisations aient pu voir le jour avant nous, non? Gavin Schmidt, chercheur à la NASA, et l'astrophysicien Adam Frank se sont penchés précisément sur cette question dans une étude scientifique. Ils voulaient découvrir comment on pourrait détecter des civilisations extraterrestres sur d'autres planètes, et pour ça, ils devaient d'abord comprendre quelles traces une civilisation industrielle laisse réellement dans les archives géologiques d'une planète. La Terre est la seule planète qu'on peut étudier. Ils se sont donc posé la question suivante: si une civilisation technologique avait existé sur Terre il y a 100 millions d'années, est-ce qu'on en trouverait encore des traces aujourd'hui? Ils ont appelé cette réflexion l'hypothèse du Silurien, du nom d'une espèce fictive de lézard de la série télévisée Doctor Who. Dans leur étude, ils ne prétendent pas qu'il existe vraiment une civilisation préhistorique. Ils ont apparemment tenu à le préciser pour que personne ne se fasse de fausses idées. Mais la question reste quand même passionnante. Car si on cherchait nos propres traces dans un avenir lointain, que resterait-il de nous? La réponse est décevante, pas grand-chose. Nos villes, après 10 000 ans, elles se seraient en grande partie transformées en poussière. Même le béton est usé par le vent et les intempéries. Des fossiles humains, extrêmement rares. La probabilité qu'un seul être humain se fossilise est d'environ 1 sur 100 millions. Plus on remonte dans le temps, plus notre vision du passé devient floue. La plus ancienne surface terrestre de grande étendue qui n'est pas disparue à cause de l'érosion, c'est le désert du Negev, et elle n'a que 1,8 million d'années. Donc si une civilisation avait existé il y a 100 millions d'années, les chances de trouver quoi que ce soit seraient pratiquement nulles. Mais, et là ça devient intéressant, certaines traces chimiques peuvent perdurer bien plus longtemps. Quand on brûle du charbon, du pétrole ou du gaz, on libère du carbone qui est resté emprisonné sous terre pendant des millions d'années. Et celui-ci contient un isotope particulier, le carbone 13. Les scientifiques pourraient donc rechercher des anomalies de carbone 13 dans d'anciennes couches rocheuses. Et ça serait un indice d'une combustion massive de combustibles fossiles. Ça pourrait au moins être un indice de l'existence d'une civilisation qui pratiquait l'industrie et la production d'énergie. Mais il y a un problème, même des éruptions volcaniques gigantesques peuvent modifier les taux de carbone. Il faudrait donc d'autres preuves concrètes. Par exemple, des substances chimiques toxiques qui n'existent pas à l'état naturel, ce qu'on appelle les polluants organiques persistants. Ou encore des concentrations extrêmement élevées de métaux lourds comme le plomb, le mercure ou le chrome, qui ne proviennent que de processus industriels. Et en effet, il y a un événement dans l'histoire de la Terre qui ressemble étrangement à de la pollution industrielle. Le maximum thermique paléocène-éocène, ou PETM, ça s'est passé il y a environ 56 millions d'années. En très peu de temps, les températures mondiales ont grimpé de 5 à 8 degrés Celsius. Les océans se sont acidifiés, le carbonate de calcium s'est dissous, c'est-à-dire la substance qui compose les coquillages, et entre 30 et 50% de toute la vie présente sur les fonds marins a disparu. Les teneurs en carbone des roches ont baissé de plus de 3 pour 1000, exactement comme on s'y attendrait si quelqu'un avait brûlé d'énormes quantités de combustible fossile. Ça ressemble à une catastrophe industrielle, non? Pas vraiment, car voilà le hic. Le PETM a duré entre 1000 et 6000 ans. Nous, les humains, on a rejeté la même quantité de carbone en seulement 200 ans. En plus, les scientifiques n'ont trouvé aucune trace de plastique ni de molécules synthétiques pendant le PETM, mais plutôt beaucoup de mercure, avec une signature isotopique qui indique clairement une activité volcanique.
Et voilà qu'une autre complication vient s'ajouter, le problème de la conservation. Les surfaces terrestres s'érodent bien trop vite pour préserver une histoire ancienne. Environ 15 milliards de tonnes de la surface terrestre sont emportées chaque année. Dans quelques dizaines de milliers d'années, tout aura disparu, y compris les villes, les constructions et les polluants. Alors on pourrait peut-être simplement chercher dans l'eau. Sous l'eau, c'est calme, tranquille, et les sédiments se déposent couche après couche. Des archives géologiques parfaites, non? Malheureusement non plus. Dans la croûte océanique, tout ce qui date de plus de 170 à 200 millions d'années a disparu. Les plaques tectoniques l'entraînent vers les profondeurs, où ça fond pour former de nouvelles roches, comme un tapis roulant lent vers l'oubli. Et puis, il y a aussi le paradoxe de la durabilité. Plus une civilisation survit longtemps, plus elle doit théoriquement devenir durable. Mais plus elle est durable, plus son empreinte sur la planète est réduite. Les civilisations qui ont le plus de chances de survivre à long terme sont donc justement celles qui risquent le plus de disparaître complètement des archives géologiques. Ironiquement, une civilisation en déclin pourrait laisser une empreinte plus importante justement parce qu'elle a échoué. Ce qui est vraiment troublant dans l'hypothèse de Sidor, c'est donc ça. On ne peut pas la réfuter. Si une civilisation avait existé il y a des millions d'années, les preuves seraient dispersées de manière subtile et incomplète, peut-être simplement enfouies si profondément dans la Terre qu'on ne pourrait jamais les trouver. Il n'y a aucun moyen d'affirmer avec certitude que ça ne s'est pas produit. En fait, l'idée de l'hypothèse silurienne n'est pas si farfelue que ça, surtout quand on voit ce que les archéologues ont déterré dans le sud-est de la Turquie d'aujourd'hui. Pendant des millénaires, tout le monde pensait que c'était juste une butte herbeuse avec des moutons dessus. Jusqu'à ce qu'en 1994, l'archéologue allemand Klaus Schmidt lise d'anciens rapports et commence à se poser des questions. Il s'est donc rendu sur place lui-même. Et à peine arrivé au sommet de la butte, il a su qu'il s'agissait de quelque chose d'énorme. Sous la surface de la butte, parfois si près que les charrues en avaient déjà abîmé les sommets, se trouvaient d'énormes colonnes de pierre en forme de T. Certaines mesuraient plus de 5 mètres de haut et pesaient jusqu'à 10 tonnes. Elles étaient travaillées avec art et ornées de reliefs représentant des renards, des lions, des scorpions, des serpents et des oiseaux. Les chercheurs ont certes trouvé des outils en pierre, des lames et des marteaux, mais aucun signe de peuplement. À la place, ils ont découvert des dizaines de milliers d'os d'animaux. Tous issus d'animaux sauvages. Pas d'animaux domestiques, pas de plantes cultivées, juste des outils de l'âge de pierre. Et là, c'est le coup de massue. La datation au radiocarbone a montré que ces structures datent d'environ 11 500 ans, 2 fois plus vieilles que les pyramides de Gizeh. D'après tout ce qu'on croyait savoir sur l'histoire de l'humanité, cet endroit, appelé Göbekli Tepe, ne devrait même pas exister. D'abord, il y a eu l'agriculture, puis les humains ont pu s'installer, construire des villes, et c'est seulement après qu'ils ont eu le temps de se consacrer à la religion et aux édifices monumentaux. Cet ordre des choses avait du sens et s'appuyait sur d'innombrables preuves. Et puis Göbekli Tepe est arrivé et a complètement bouleversé toute cette belle théorie, car ce site a été construit par des chasseurs-cueilleurs qui n'avaient même pas d'outils en métal. Klaus Schmidt était convaincu que ce n'était ni un village ni une ville, mais un sanctuaire. Un centre religieux vers lequel des groupes nomades de toute la région faisaient le pèlerinage pour y célébrer des rituels. Avec des colonnes pesant 10 tonnes. C'est uniquement à la force des bras et grâce à leur habileté qu'ils ont taillé et déplacé ces colosses dans le sous-sol calcaire de la colline. Schmidt a découvert que le site se composait de plusieurs couches. La plus ancienne date d'environ 8300 à 7500 avant Jésus-Christ et se compose de grands ensembles circulaires. La couche plus récente est environ 1000 ans plus jeune et présente des structures plus petites et rectangulaires. Et le plus mystérieux, c'est que les structures les plus anciennes ont apparemment été recouvertes de terre exprès. On ne sait pas pourquoi. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est leur disposition géométrique. En 2020, des chercheurs ont analysé l'architecture à l'aide d'algorithmes informatiques et ont découvert que 3 des cercles de pierre formaient un triangle presque parfait, avec des côtés de 19 mètres de long. Schmidt lui-même pensait que Göbekli Tepe était un lieu de pèlerinage où venaient des gens de toute la région. Les dizaines de milliers d'os d'animaux qui ont été retrouvés sont peut-être les restes de sacrifices rituels ou la preuve de grands festins.
Mais voilà le rebondissement. En 2017, quand on a décidé de construire un immense auvent au-dessus du site, les archéologues ont dû creuser bien plus profondément que jamais auparavant. Et là, à plusieurs mètres sous terre, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Des traces d'habitation et d'une occupation durable. Une immense citerne, des canaux pour l'eau de pluie et des milliers d'outils de mouture pour le traitement des céréales. Est-ce que ça veut dire que l'idée de départ était fausse? Non. Car les bâtisseurs de Göbekli Tepe ne vivaient toujours pas dans une société agricole. Les gens faisaient certes des essais avec des plantes, mais ils étaient encore principalement des chasseurs-cueilleurs. La nouvelle interprétation est encore plus fascinante. Göbekli Tepe était peut-être une dernière tentative d'une société de chasseurs-cueilleurs pour préserver son mode de vie. Alors que d'autres groupes domestiquaient déjà des animaux et cultivèrent des plantes. Et Göbekli Tepe n'était pas un cas isolé. Des archéologues turcs ont depuis découvert des dizaines de sites similaires dans la région, tous dotés de piliers en forme de T datant de la même époque. L'un d'entre eux s'appelle Karahan Tepe, il se trouve à 40 km de là et pourrait même être encore plus ancien. On y trouve 266 piliers en forme de T, des maisons circulaires et des structures cérémonielles. Tous ces sites ont été délibérément enterrés et abandonnés à un moment donné. On ne saura peut-être jamais pourquoi ça s'est passé comme ça. Après plus de 25 ans de fouilles, il y a plus de questions que de réponses. Des hommes de l'âge de pierre qui ont construit des complexes de temples monumentaux, sans aucune agriculture, sans aucune ville, sans aucun outil en métal. C'est déjà assez passionnant, mais au cœur du Caucase, il y a une histoire qui semble tout droit sortie d'un roman d'aventure. Un spéléologue russe du nom d'Arthur Chemukov était en expédition dans les montagnes du Karakora, dans le Caucase du Nord. Cette région se trouve entre la Russie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, un coin sauvage et accidenté, plein de glaciers, de montagnes escarpées et de vallées profondes. Et c'est justement là qu'il a trouvé un trou dans le flanc d'une montagne qui menait vers les profondeurs. Pas un trou de terre ordinaire ni une grotte naturelle, mais quelque chose qui lui a tout de suite semblé bizarre. Il a organisé une expédition avec d'autres spéléologues, ils se sont descendus en rappel et ce qu'ils ont vu les a laissés bouche bée. Les parois du puits n'étaient pas simplement de la roche, elles semblaient constituées de blocs de pierre parfaitement taillés, assemblés si étroitement qu'on ne pouvait même pas glisser un couteau entre eux. Un peu comme pour les pyramides en Égypte. Le puits s'enfoncerait jusqu'à 800 mètres de profondeur. Et au fond, il y aurait une immense salle souterraine, peut-être même tout un réseau de galeries. Chemukov était convaincu d'avoir découvert là une sensation archéologique, une civilisation très ancienne et très avancée qui devait être capable de construire un tel ouvrage. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure mystérieuse. Car Arthur Chemukov a longuement décrit sa découverte dans son journal intime. Il a tout documenté minutieusement, fait des croquis, pris des notes, puis le journal a disparu. Chemukov lui-même est mort en 2015 dans des circonstances mystérieuses. Il a été renversé par une voiture pendant la nuit alors qu'il rentrait chez lui à pied, ivre, après être sorti d'un bar. La serveuse du bar a raconté plus tard que Chemukov était inhabituellement agité ce soir-là, comme s'il ne tenait pas en place parce qu'il était sur le point de révéler quelque chose d'énorme. Est-ce que Chemukov a été réduit au silence parce qu'il avait trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas dû trouver? Parce que Chemukov n'était pas le seul à s'intéresser au puits de Karakora. Un groupe appelé Cosmopolite, une organisation russe qui s'intéresse aux phénomènes mystérieux, a aussi mené des expéditions vers ce puits. Son fondateur Vadim Chernobrov a confirmé dans une interview accordée aux médias russes que son équipe était bel et bien descendue dans le puits et avait trouvé une grande salle au fond. Mais Chernobrov est lui aussi mort d'un cancer en 2017, 2 ans seulement après Chemukov, à l'âge de 51 ans. Encore un décès mystérieux lié au puits. Et puis il y a aussi les nazis. En octobre 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht allemande a traversé le Caucase. Ils ont conquis des villes, pris le contrôle de zones stratégiques, mais peut-être cherchaient-ils aussi tout autre chose. Car au sommet du mont Karakora, on trouverait encore aujourd'hui une croix gammée gravée avec la date du 28 octobre 1942. C'était exactement un jour avant que l'armée allemande ne s'empare de la ville voisine de Maïkop. C'est pas un secret que les nazis étaient obsédés par les théories occultes. Ils croyaient en une super civilisation aryenne perdue. C'est donc tout à fait possible qu'ils aient trouvé le puits du Karakora. Peut-être qu'ils ont même essayé de descendre tout en profondeur. Il y a aussi une théorie qui dit que le puits a été construit par l'Union soviétique. Un utilisateur de Reddit appelé Longpikel affirme avoir entendu un ancien soldat soviétique dire que le puits de Karakora faisait partie d'un projet secret soviétique. Peut-être s'agissait-il d'une base militaire souterraine, d'un centre de recherche sur l'activité sismique ou d'un dépôt d'armes. Mais il n'y a aucun document soviétique qui confirmerait un tel projet.
Et puis, il y a aussi les théories vraiment farfelues. Certains pensent que le puits de Karakora ferait partie d'un système d'armement planétaire, une sorte de machine à résonance capable de concentrer les énergies planétaires. Peut-être que tout ça était donc une arme d'une civilisation très ancienne qui menait une guerre contre quelqu'un d'autre, par exemple contre des extraterrestres. Bien sûr, ils ne peuvent pas manquer à l'appel dans cette histoire. Avant de nous laisser tous emporter complètement dans le monde des hypothèses farfelues, prenons un peu de recul et regardons les faits avec objectivité. Car aussi fascinantes que soient toutes ces théories, l'explication la plus probable est en fait la plus ennuyeuse. Le puits de Karakora, s'il existe vraiment tel qu'on le décrit sur Internet, est probablement une formation géologique naturelle. Je sais, ça a l'air vraiment pas spectaculaire. Les montagnes de cette région du Caucase sont composées de roches volcaniques et métamorphiques, principalement du schiste, du calcaire et du granit. Ces types de roches ont tendance à se fracturer en ligne droite quand elles refroidissent ou se déplacent sous la pression. La Devil's Tower, dans le Wyoming aux États-Unis, en est un parfait exemple. C'est un ancien noyau volcanique qui, en refroidissant, a formé des colonnes parfaitement hexagonales. Un phénomène similaire a peut-être eu lieu au niveau du puits de Karakora. La roche s'est fissurée le long d'une énorme faille, s'est déplacée et a laissé une cavité longue et étroite. L'érosion chimique causée par l'eau aurait alors pu creuser de grands couloirs sous le puits, ce qui aurait à son tour modifié la pression sur la roche au-dessus et entraîné d'autres fissures. Ça me a l'air artificiel, mais ça ne l'est pas. Ce n'est ni une ancienne centrale électrique, ni une porte des étoiles, ni un système d'armement, ni un projet secret nazi, ni un bunker soviétique, juste une grotte sacrément cool. De ces légendes à des faits concrets et mesurables. Même la bonne vieille pyramide de Khéops continue, après plus de 4600 ans, de poser des énigmes à la science. La pyramide de Khéops, en Égypte, est la plus ancienne des 7 merveilles du monde antique et la seule qui existe encore aujourd'hui. Environ 2,3 millions de blocs de pierre pour une hauteur initiale de près de 147 mètres, et même si la région du Caire est loin d'être épargnée par les tremblements de terre, la pyramide se dresse encore aujourd'hui comme un roc dans le désert, au sens propre. Pourtant, plusieurs séismes ont secoué la région au cours des siècles passés. En 1847, par exemple, un séisme de magnitude 6,8, dont l'épicentre se trouvait à environ 70 km. Puis, en 1992, un autre encore plus proche, d'une magnitude de 5,8, dont l'épicentre se trouvait juste à côté de Gizeh. Lors de ce séisme, certaines des pierres de parement restantes sont effectivement tombées des parties supérieures de la pyramide. Mais l'intérieur de la pyramide de Khéops est resté intact. Pas une fissure, pas de dégâts, rien. Comment est-ce possible? Une nouvelle étude, publiée dans la revue scientifique Scientific Reports, nous apporte enfin une réponse. Et celle-ci a un rapport avec quelque chose à quoi très peu de gens se seraient attendus, les fréquences. Des scientifiques égyptiens et japonais, sous la direction du géophysicien Mohamed El Gabri de l'Institut national de recherche en astronomie et géophysique du Caire, se sont lancés dans une entreprise un peu inhabituelle. Au lieu de creuser ou de scanner, ils ont tendu l'oreille. À l'aide d'accéléromètres ultrasensibles, ils ont enregistré des vibrations à 37 points de mesure à l'intérieur de la pyramide, dans les chambres, les couloirs et à l'extérieur sur la maçonnerie. Et les scientifiques ont découvert quelque chose de complètement inattendu. Chaque bâtiment a ce qu'on appelle une fréquence propre, c'est-à-dire une fréquence de vibration spécifique à laquelle il réagit de manière particulièrement sensible. Quand une onde sismique correspond exactement à cette fréquence, les vibrations s'amplifient mutuellement. C'est ce qu'on appelle la résonance, et c'est à peu près la pire chose qui puisse arriver à un bâtiment. C'est exactement ce qui s'est passé en 1985 lors du terrible tremblement de terre de Mexico. Les gratte-ciels de la ville avaient une fréquence propre qui, par hasard, correspondait parfaitement à celle du sol meuble. Le résultat a été catastrophique. Des centaines de bâtiments se sont effondrés. Et pour la pyramide de Khéops, c'est tout le contraire. Les mesures montrent que la maçonnerie de la pyramide vibre à une fréquence propre d'environ 2,3 Hz. Le sol en dessous et tout autour, en revanche, ne vibre qu'à environ 0,6 Hz, c'est un écart d'un facteur 4. Du coup, quand la Terre tremble, la pyramide répond tout simplement sur une toute autre longueur d'onde. L'énergie sismique passe en quelque sorte à côté d'elle sans causer de dégâts. Mais ce n'est pas tout, car les chercheurs ont découvert autre chose, d'au moins aussi remarquable. Cette fréquence propre d'environ 2,3 Hz n'est pas juste une valeur aléatoire quelque part dans la structure, elle est la même partout. Dans la chambre du roi, au plus profond de la pyramide, dans les couloirs étroits, sur l'enveloppe extérieure, à différentes hauteurs, partout, les scientifiques mesurent des valeurs comprises entre 2 et 2,6 Hz. Ça veut dire que d'un point de vue dynamique, la pyramide se comporte comme un seul corps homogène. Pas comme un tas de 2,3 millions de blocs de pierre empilés les uns sur les autres, mais comme un monolithe. Les anciens Égyptiens ont, consciemment ou non,
presque tout fait comme il faut lors de la construction. La masse de la pyramide se concentre à la base et diminue progressivement vers le haut. Le centre de gravité géométrique et ce qu'on appelle le centre de résistance se trouvent pratiquement au même endroit. Ça minimise les forces de torsion, c'est-à-dire la torsion de l'édifice, ce qui est particulièrement dangereux en cas de tremblement de terre. En plus, la pyramide n'a pas d'angle en retrait, donc pas d'endroit où les tensions pourraient s'accumuler. Et les larges fondations posées sur la roche calcaire dure du plateau de Gizeh confèrent à l'ensemble une stabilité incroyable. Et ça devient encore plus passionnant, car à l'intérieur de la pyramide Saint-Écam, on a découvert ce qu'on appelle des chambres de décharge. Ces 5 cavités superposées se trouvent juste au-dessus du plafond de la chambre du roi, à une hauteur comprise entre un peu moins de 49 et 61 mètres. Les archéologues connaissaient leur fonction mécanique depuis un moment déjà. Elles répartissent l'énorme poids des masses de pierre situées au-dessus et empêchent que tout ne se concentre sur un seul point. Mais les nouvelles mesures montrent maintenant que ces chambres ont apparemment aussi une fonction sismique. En général, pour les bâtiments, plus ils sont hauts, plus ils vibrent fort en cas de tremblement de terre. C'est aussi le cas pour la pyramide. Jusqu'à une hauteur d'un peu moins de 49 mètres, l'amplitude relative des vibrations augmente avec la hauteur. Mais ensuite, dans les chambres de décharge situées entre 49 et 61 mètres, cette valeur redescend. La géométrie de ces chambres semble amortir activement les vibrations. Les chercheurs ne peuvent pas affirmer avec certitude si ça a été conçu exprès par les anciens Égyptiens ou s'il s'agit d'un heureux effet secondaire de la répartition des charges. Ils parlent d'un lien possible, pas d'une intention avérée. Ce qui reste, c'est un monument érigé il y a 4600 ans et que la Terre n'a tout simplement pas réussi à ébranler depuis. Parfois, la roche résiste pendant des millénaires. D'autres fois, en revanche, un pays tout entier disparaît tout simplement sans laisser de traces dans la mer. Imagine que tu aies pu, il y a 10 000 ans, marcher les pieds au sec depuis le continent européen jusqu'en Angleterre. Pas de Manche, pas de mer du Nord agitée, juste de vastes terres fertiles à perte de vue. C'était exactement ça, le Doggerland. Son nom vient du Doggerbank, un banc de sable de la mer du Nord, qui tire son nom des pêcheurs néerlandais, les Doggers. Dès le XVIIe siècle, ils y pêchaient sans se douter qu'ils jetaient leurs filets au-dessus d'un monde englouti. À l'apogée de son extension, il y a environ 10 000 ans, cette masse continentale s'étendait, selon les dernières estimations, sur 45 000 km². Elle s'étendait de la côte est de l'Angleterre jusqu'au Danemark et au sud de la Suède. À l'époque, la Grande-Bretagne n'était pas une île, mais une péninsule reliée au continent européen. Pourquoi tout ça était-il à sec à l'époque? C'est tout simple, on était à la fin de la dernière période glaciaire, des glaciers gigantesques avaient retenu des quantités d'eau inimaginables et le niveau de la mer était environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Quand les glaciers se sont retirés et que le climat s'est adouci, une véritable oasis de vie s'est développée sur le Doggerland. Le paysage devait être incroyablement varié. Des études sismiques modernes ont montré qu'il y avait là-bas des forêts, de vastes plaines herbeuses, des lacs, des rivières et même des falaises calcaires escarpées. Un immense lac d'eau douce recueillait les eaux du Rhin, de la Meuse et de la Tamise et se jetait dans l'Atlantique à l'ouest de l'actuelle Manche. C'était un paradis pour les chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre. Mais y avait-il vraiment des gens qui vivaient là-bas? Très probablement oui. La première preuve est apparue en 1931 quand un bateau de pêche a repêché dans la mer à 40 km au large des côtes du Norfolk une pointe de bois sculptée. Un harpon vieux de 12 000 ans. Depuis, les pêcheurs n'ont cessé de repêcher dans la mer du Nord des outils, des os d'animaux et même des restes humains. En 2013, ils ont même ramené à la surface un os crânien vieux de 11 000 ans. Mais les découvertes vraiment spectaculaires ont été faites par des chercheurs à un endroit appelé Boldnor Cliff, au large de l'île de Wight. C'est là, à 11 mètres de profondeur, que des archéologues ont trouvé une véritable capsule temporelle. Plus de 1000 outils en silex finement travaillés, des restes de foyer et plus de 100 morceaux de bois portant des traces de travail. Encore plus fascinant, les analyses ADN des sédiments ont révélé des traces d'engrain, l'une des plus anciennes céréales domestiquées. Ça veut dire que les habitants du Doggerland étaient déjà en contact avec les premiers agriculteurs d'Europe du Sud il y a 8000 ans. Mais rien n'est éternel et comme on le sait aujourd'hui, cette Atlantide de la mer du Nord a fini par sombrer sous les flots. C'est là que l'histoire devient vraiment dramatique, car il y a environ 8200 ans, une catastrophe s'est produite. Au large des côtes norvégiennes, une partie gigantesque du talus continental s'est effondrée. Le glissement de Storeg, comme les chercheurs appellent cet événement, a été colossal. 3500 km3 de matériaux se sont précipités dans les profondeurs, déclenchant un méga tsunami
dont les vagues atteignant jusqu'à 20 mètres de haut ont balayé la côte de l'Atlantique Nord. Le Doggerland a lui aussi été touché et pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que ça avait marqué sa fin définitive. Les dernières recherches de Vincent Gavenet et de son équipe montrent que le Doggerland a probablement survécu à ce tsunami. Des traces d'ADN dans les couches sédimentaires prouvent qu'au-dessus des dépôts laissés par le tsunami, on a retrouvé des indices de la présence de plantes et d'animaux. Ça veut dire qu'une partie du Doggerland aurait pu, sous la forme d'un archipel, résister à la montée du niveau de la mer pendant encore des siècles. Ce n'est qu'il y a environ 7500 ans, quand le niveau de la mer a continué à monter, que ces dernières îles ont disparu pour toujours sous les vagues de la mer du Nord. Depuis, la mer cache toutes les traces de ce monde englouti, exactement comme l'Atlantide de Platon. J'espère que vous avez le vertige autant que moi quand on pense au nombre de mystères non résolus que l'histoire de notre propre Terre nous réserve encore. Si vous ne vous lassez pas de ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup les amis. Et puisqu'on parle de découvertes révolutionnaires, il se pourrait bien qu'un événement bouleversant vienne de se produire en physique aussi. En effet, il semblerait qu'il y ait une véritable avancée dans la recherche sur l'antigravité. Vous pouvez découvrir ce que les chercheurs ont mis au jour dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Jetez-y un œil, c'est super passionnant. En bas à droite, comme d'habitude, vous trouverez un autre sujet sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.